Ceci est le journal tenu par le nain Narvi, frère d'armes niveau 2, au cours de son second périple vers les monts Brumeux, en compagnie de l'érudite elfe Aeweniel, de la rôdeuse Dunedain Agariel, du protecteur homme des bois Aldamar et du chasseur de trésors Bardide Jorin. Jour 1, auberge orientale. Entendu parler de cette auberge tenue par des hobbits, à l'orée de la forêt. Fallait jeter un coup d'œil, forcément. Beaufur m'avait parlé de Bilbo, mais pour tout dire, j'avais peine à croire que ces semi-hommes aux pieds velus soient réels. La bière est bonne. L'aubergiste, un hobbit ventru du nom de Dodinas Brandebouc, est incroyablement accueillant et jovial. Il dit que c'est Bilbo, en personne, rencontré à Brie, qui lui a donné l'idée d'ouvrir une auberge dans les terres sauvages. Sa femme, Agatha, plus méfiante, a un œil partout. Puis discuter un peu avec le bon Frière, un camarade originaire des Monts du Fer, un errant, je n'avais jamais rencontré ce nain, dont la présence explique la qualité de la construction. Comme on dit toujours, pierre naine n'amasse pas mousse. Frière me confirme que ces hobbits payent bien. Un bon point pour eux. Après 2 chopines, je n'y voyais plus bien clair, mais j'ai remarqué qu'on parlait de gobelins et de hauts cols. Apparemment, ces bêtes-là se sont multipliées comme des lapins et gênent à nouveau le trafic. Et voilà que Dodi, c'est un bon ami maintenant, nous parle de son frangin Dinodas, qui n'est toujours pas arrivé, alors qu'il y a des plombes qu'il a quitté Brie. Agariel, bien plus sobre que je ne l'étais à ce moment-là, a proposé son aide pour retrouver cette petite caravane. Il en avait entendu parler lors de son dernier passage à Fontcombe. J'ai bien dû préciser que j'étais partant, mais à vrai dire, mes souvenirs de la fin de soirée sont un peu flous. Cette bière, ventre de smog, quel délice! Acheter un bon paquet de feuilles de longoulet, la meilleure herbe à pipe de la comté, à ce qui paraît. Aldamar a bien essayé de m'apprendre à faire des ronds de fumée, mais j'ai l'impression que ma moustache gêne. Je vais quand même pas la tailler, il faut pas exagérer. Avec un peu d'entraînement, je finirai bien par y arriver. Jour 3, le pays de Béorn. Voyage agréable pour le moment. Une vraie promenade de santé qui donne envie de ressortir la cornemuse pour parfaire l'ambiance. Mais Jorin me coule un de ses regards torves chaque fois que je fais mine de l'attraper. J'imagine que ça ne serait pas du goût des autres non plus. Tant pis, je me contenterai de la flûte. Le Carrock. Un vrai pic planté là, au milieu de l'Anduin, comme tombé du sommet des monts Brumeux, avec un sentier en lézarde sur son flanc ensoleillé. Les béornites du vieux guet ont refusé de me vendre des gâteaux au miel. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont tous contre les nains à la fin? Je suis sûr qu'ils sont jaloux de nos barbes, qui restent plus longues que les leurs. La prochaine fois, je me cacherai derrière l'elfe ou la... Comment? La Dunedain, oui c'est ça. Et je leur laisserai une commission, mais je garderai les gâteaux. Jour 4, les ruines de Combefoin. Campement établi dans des ruines lugubres. Aeweniel dit qu'il s'agit d'une ancienne ville abandonnée il y a longtemps, vers le début de l'époque du nécromancien. Combefoin, tu parles d'un nom pour un cimetière. On décide d'établir le campement. Je prends le 3e tour de garde. En attendant, je vais tâcher de dormir, malgré l'inquiétude que m'inspire l'endroit. Jour 5, l'esprit de la nuit. Sacrée frayeur cette nuit. Jorin a disparu pendant mon tour de garde. Rien calculé. Pourquoi toujours mon tour de garde? Un genre de spectre est venu le chercher et l'a balancé dans un bourbier où il aurait sans doute étouffé sans notre intervention. Cet esprit de la nuit, ma hache s'enfonçait dans ses frusques sans résistance ou presque, mais avec une vibration insupportable en laissant à peine une trace d'un bleu un peu plus vif. Il s'acharnait sur Agariel alors, j'ai essayé d'attirer son attention en gesticulant et en gueulant à plein poumon. Évitez de toucher directement ce genre de créature. Je m'y suis essayé et je ne le souhaite pas même à mon pire ennemi. Le spectre a fini par se déliter aux 4 vents avec un long gémissement. Promenade de santé, tu parles? Jour 6, vers le Haut-Col. Griffonné à la hâte. Si vous trouvez ce journal et que vous n'êtes pas une de ces saletés de gobelins, ils ne savent pas lire de toute manière, merci de le ramener à la taverne orientale, au nord de Fort-Bois, et de le remettre à... Dernier mot illisible. Jour 7, devant l'entrée des galeries gobelines. Vivant, on est vivant. Salement amoché pour certains, mais bien vivant.
On peut déjà considérer ça comme une réussite, mais ce n'est pourtant pas suffisant. Le groupe de Dinodas a été décimé. Il ne reste plus que Tom face de Grumeau et Bill l'archer. Yngvar, qui s'est montré aussi brave qu'eux, et Andy Noirépine ont été tués par le chef orc Uburz, qui a carrément décapité Andy en débarquant à l'improviste sur nos arrières. Le pauvre gars fuyait, panique totale. On a retrouvé sa tête à 10 pieds du reste de son corps. Surtout, Dindy, qui alimentait le feu pendant qu'on se démenait contre les vagues successives d'ennemis et leurs volées de flèches, a été enlevé. Une foule de gobelins a surgi d'un tunnel qu'on n'avait pas remarqué et l'a emporté sous la montagne. Le repos est nécessaire, mais il sera bref. Aeweniel fait ce qu'elle peut pour panser les plaies d'Agariel, Aldamar et Jorin, et les siennes aussi. Ils ont bien failli passer tous les 4. Pour ma part, même si j'ai essuyé de sacrés coups de cimeterre en tenant tête au gros Uburz, je suis resté sur pied. Quelques heures de sommeil et je serai frais comme une ablette de la rivière courante. Je n'ai qu'un regret, à part la perte provisoire de Dinodas. C'est de n'avoir pas tué moi-même cet infâme Uburz, puis ses os et ceux de ses semblables pourrir jusqu'à la fin des âges de Durin. Je me suis découvert une haine viscérale pour ces créatures dégénérées, et l'insupportable concert qui monte du fond de la montagne ne peut que l'attiser. Dès que Jorin sera revenu, on pourra se lancer à leur poursuite. Du nerf, bon sang. Ces gobelins ne chanteront pas impunément à la barbe d'un nain d'Erebor. Jour 8. En captivité dans le repère des gobelins. Quel échec! Dire que je rêvais de restaurer la vieille route et que je n'ai même pas pu tenir tête à une misérable troupe de gobelins armés de couteaux et de fourchettes. Nous avons tenté de les saouler en leur donnant soif, mais ce sont de vrais trous sans fond. Et leurs dents, quoique carriées, sont on ne peut plus acérées. Il n'empêche qu'elle déconvenue. C'est peut-être l'épuisement, mais je doute désormais que l'on puisse vraiment vaincre cette sauvagerie qui n'a pas de fin. Et si la restauration de la vieille route ne servait finalement qu'à précipiter l'asservissement des peuples libres? Quoi qu'il en soit, l'une des nôtres a trouvé la mort ici, sous les hauts cols. J'ai à peine eu le temps de voir Aeweniel succomber avant de perdre connaissance. Et la voilà devant nous. Non, non, on ne peut pas la laisser en pâture à ces immondes gobelins. J'ai repris mes esprits, adossé à un mur et attaché par une cheville, comme Dindy, qui d'ailleurs est toujours là. Jorin, en face, est dans la même situation. Nos regards se sont croisés. On n'a rien dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mais il a souri, le bougre. Ça m'a suffi. Je l'ai vu triturer son lien avec 2 fourchettes et je m'y suis mis. Aldamar et Agariel se sont réveillés aussi et se sont attelés à l'ouvrage. Ça, on est beau tous les 4 à se contorsionner comme des vers de terre au fond d'un souterrain, entourés de cadavres. Pour Dindy, c'est une autre histoire. Ses fers sont bien plus robustes que nos bracelets de cuir. Il nous faudrait la clé, mais comment faire? Ces satanés gobelins m'ont pris tous mes outils et même si je les avais encore en ma possession, se poserait le même problème que tout à l'heure. On n'a pas encore inventé la forge silencieuse. En attendant, les tunnels alentours semblent déserts. On entend à peine de lointains ronflements et quelques gémissements qui pourraient indiquer que l'indigestion fait son effet. Nous avons peut-être quelques heures devant nous pour enfin leur rendre la monnaie de leurs pièces et venger la mort d'Aeweniel d'une façon ou d'une autre. Allez, je m'y remets. Elle va pas se défaire toute seule, cette lanière. Jour 9, à l'ouest du Haut-Col. Contre toute attente, on s'en est sorti, et Dindy est libre. Pendant que les gobelins cuvaient, on s'est armé de tisonniers et de couvercles de marmite. Mahal soit loué, aucun autre nain n'a été témoin de cette scène. On a zigouillé l'orque somnolent de faction devant la porte de la chambre, et Jorin a pas feutré et carrément allé récupérer la clé sur l'outre puante qui leur sert de chef, sans même troubler un instant son sommeil de brute. C'est pas moi qui aurais réussi un truc pareil. Décidément, ce Dalois n'a pas fini de m'épater. Il n'a peut-être pas hérité de toutes les vertus bardides, comme en témoigne sa maîtrise, disons, relative du tir à l'arc. J'ai encore une belle plaie derrière l'épaule droite. Mais c'est un sacré cambrioleur, et quelque chose me dit que son bagot ne tirera de plus d'un mauvais pas à l'avenir. Si tant est que nous ayons un avenir en tant que groupe après cette première défaite. Mais si l'un de nous abandonne, je peux certifier que ce ne sera pas un nain. Gravez-le si ça vous chante. La Dunden non plus, me direz-vous, c'est dans un drôle de métal qu'elle a été forgée, celle-là, on peut le dire. Elle n'a pas hésité une seconde, même demi-morte comme on l'était tous à ce moment-là, quand il a fallu qu'on se demande si on laissait le corps d'Aeweniel derrière nous, ou si on l'emportait. Le vaillant Aldamar, qui fut le dernier debout dans la bataille, mais qui a encore perdu un chien, pauvre Fest,
l'aide à porter le brancard de fortune. Bill et Tom étaient partis, mais on ne peut pas leur en vouloir. On a bien passé 2 jours dans ces tunnels et on aurait pu y rester. Ils ont même laissé quelques vivres dans le fortin, bien cachés dans des fissures. C'est pas grand-chose, hein, mais ça réchauffe quand même. Et ça devrait nous permettre de marcher d'un bon pas direction Fontcombe. Rien à dire, c'est largement plus près que la taverne orientale, et notre guérisseuse mérite des funérailles dignes de ce nom, dans la maison d'Elrond. Fontcombe, été de 1946. Arrivés à Fontcombe il y a 3 jours, sans incident notable. Nous n'avons pas été accueillis par Elrond lui-même, occupé dans sa bibliothèque, d'après la grande elfe qui nous a tout de suite menés dans nos quartiers, en voyant nos trognes déconfites. Un cousin d'Aeweniel était avec elle. Il l'a tout de suite reconnu, et personne n'a été en mesure de retenir ses larmes devant un chagrin si sincère. Les elfes ont soigneusement recouvert le corps d'un drap moiré. Je n'avais jamais vu une étoffe de ce genre, à la fois scintillante et mate, et l'ont emmené à pas lents vers la maison mortuaire. La cérémonie a eu lieu le lendemain, en présence d'Elrond. C'était très beau, d'autant plus indescriptible que j'entrave vraiment rien à leur langue. C'est un vrai problème, ça. L'hospitalité des elfes de Fontcombe contraste avec l'accueil qui nous avait été réservé au palais de Thranduil. Peut-être est-elle due à la reconnaissance qu'ils nous ont témoignée pour avoir ramené le corps d'Aeweniel. J'aurais bien dit qu'on aurait préféré la sauver, mais ils m'ont toisé sans rien dire, et j'ai eu la nette impression d'avoir manqué de délicatesse, comme à chaque fois que je l'ouvre ces jours-ci. Agariel n'y est sans doute pas pour rien non plus, c'est un peu chez elle ici. Elle a d'ailleurs retrouvé d'autres Dunedain qu'elle n'a pas pris la peine de nous présenter, et son jeune fils, Arador, qui m'a expliqué sur un ton étonnamment grave que tous les ennemis de l'ombre étaient les bienvenus à Fontcombe. Je pourrais essayer de discuter un peu plus avec lui, au moins je n'ai pas à me tordre le cou pour apercevoir le fond de ses narines quand il me parle. Mais il est à peine moins taciturne que sa mère. J'aurais surtout voulu m'entretenir avec le seigneur Elrond pour en savoir plus sur l'histoire de la route, son état côté Eriador, ce genre de choses. Mais il n'a pas pu, ou pas daigné, me recevoir. Peu importe, je ne comptais pas rester bien longtemps. Il me faut retourner en Erebor. Gilno et Mère doivent s'inquiéter, et j'ai promis de leur rapporter un petit stock de bois pour l'atelier de jouets. Et surtout, je dois consulter Moonin à la chambre de Mazarboul, car mon affaire n'avance pas. J'ai besoin d'informations plus précises sur la vieille route, à défaut de pouvoir localiser l'insaisissable Beaufry. C'est décidé, et je pars avec la prochaine caravane. Erebor, automne de 1946. Eh bien, devinez quoi? Chou blanc à Erebor. Le vieux Moonin est exceptionnellement à Esgaroth, où il préside un congrès avec les érudits de Dal et du Long Lac. Si je n'étais pas nain, je finirais par me lasser de trouver partout porte close. Mais Ori, devenu scribe, m'a obtenu une lettre de recommandation du roi Dain. À peine arrivé chez moi, me voilà bientôt parti pour les Monts du Fer, où je compte rejoindre la guilde des bâtisseurs. Je l'ignorais, mais c'est à eux que l'intendant Thorin Homme de Pierre, sans doute pour contribuer au projet de Dain, a récemment confié la tâche de restaurer la vieille route. Je pensais que Beaufry était seul sur le coup. Mère a légué à Frérine le bigot de son défunt époux, que je pensais pourtant avoir mérité. Mais l'aîné reste l'aîné, pas vrai? La boutique de Gilno tourne à plein régime. Je voulais lui recommander Baldor, mais il se trouve qu'elle a déjà eu directement affaire à lui. J'avais bien reconnu l'estampille sur certains des jouets qu'il vendait, mais je pensais qu'il se les était procurés chez le grossiste à Esgaroth. Elle ne l'a plus revu depuis l'an dernier, ce qui semble indiquer que Baldor et Belgo n'ont toujours pas retraversé la forêt. J'espère qu'il ne leur est pas arrivé malheur. Mont du Fer, hiver 1946. C'est réglé, me voilà membre à part entière de la guilde. Les épreuves n'étaient pas de tourpeau. J'ai failli ne pas obtenir la moyenne en connaissance de la pierre, incroyable. Comme si pour restaurer une route, il fallait vraiment connaître par cœur la liste des 182 types de quartzite des Landes d'Éten et de leurs taux respectifs de résistance à l'humidité. J'aurais même pu me retrouver disqualifié après l'épreuve d'expression artistique libre, si Olin ne m'avait pas conseillé au dernier moment de préférer la flûte à la cornemuse. Enfin, c'est passé. Le conseil semble avoir surtout apprécié mes qualités de combattant. J'aurais voulu qu'on vante aussi ma polyvalence en tant qu'artisan. Vous faut du métal, je prends mes outils de forgeron, pas besoin de me le dire 2 fois. Finalement c'est du bois que vous voulez? Pas de problème, j'ai toujours mon barda d'ébéniste sous le coude. Mais bon, faut reconnaître que j'ai pas mal progressé au combat, depuis mon retour à Erebor. Mine de rien, ces 2 aventures, même si elles se sont révélées plus douloureuses que prévu, m'ont permis de tirer le meilleur des séances d'entraînement.
J'ai appris à rester en mouvement et à utiliser mon bouclier comme une arme, en imaginant un Ewaniel blessé derrière moi et des ennemis partout autour. Ça fait beaucoup rire Olin qui prétend que je cherche à rejouer la bataille des 5 armées à moi tout seul. Mais on verra s'il se montre aussi hilar le jour où il se retrouvera nez à nez avec une bande d'orques en maraude, ou avec une centaine de gobelins aux dents pointues. En tout cas, je compte bien accrocher mon bigot flambant neuf au-dessus de mon lit. Père serait fier de moi, j'en suis persuadé.